on va parler de produits alternatifs. Donc c'est Marie-Laure qui va prendre la parole en première. Donc Marie-Laure qui est chef de projet sur la protection du vignoble au sein du CEVC. Et donc Marie-Laure va nous parler de son retour d'expérience sur les produits alternatifs et aussi sur les conditions d'utilisation de ces produits. Bonjour à tous. La zapette pour commencer. Alors, donc on va déjà revenir. Qu'est-ce que ce concept de produits alternatifs? Alors, bien sûr, on va parler de produits de biocontrôle qui ont été définis, on va dire, officiellement par la loi d'avenir agricole il y a un an, même si la définition ne soulevait aucun débat. Bon, il s'agit de macro-organismes, entre parenthèses, bien sûr, parce que là, ça en dévie du sujet. Et surtout, il s'agit de produits phytosanitaires à base de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones pour la confusion sexuelle et de substances naturelles. Alors, ce sont des produits phyto, comme il est dit, donc qui vont pouvoir s'inscrire dans deux nouvelles catégories en termes d'évaluation qui est censée être facilitée pour être mise sur le marché, produits à faible risque et substances de base. Donc, produits réglementés, déjà, quelle que soit leur nature. Produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires, c'est pareil pour la plupart. Les substances de base ne sont pas mises sur le marché comme des produits, en étant considérées comme des produits phytopharmaceutiques. Alors, il y a déjà un certain nombre de plantes qui sont inscrites sur ce genre de catégorie, des sucres, du vinaigre, par exemple. Mais pour le reste, ce sont des produits phytopharmaceutiques. Et pas nécessairement d'ailleurs d'origine naturelle, parce que des stimulateurs de défense des plantes ou des inducteurs de résistance, pour certains, ils sont issus de la chimie de synthèse et pourraient tout à fait répondre à la catégorie des produits à faible risque. Alors si on s'arrête sur notre activité, bien sûr, on a une activité d'évaluation de produits de protection, c'est pour ça qu'on nous demande d'en parler aujourd'hui, pour préciser que on doit la démontrer. On va produire des connaissances à partir d'essais et non pas des opinions. Malheureusement, on ne peut pas la décréter, l'efficacité, même s'il y a des jours, franchement, ça pourrait certainement nous faciliter la vie. Et bon, pour asseoir une certaine légitimité pour parler des produits, eh bien, on a demandé l'agrément bonne pratique d'expérimentation en 2008. Donc, on travaille sur les principes d'assurance qualité, ce qui fait que les résultats sont par principe vérifiables et opposables. Sachant que c'est un système qui est prévu pour l'homologation, nous, on l'a détourné de sa vocation première pour en faire un label en termes de qualité de nos essais. Donc, comme quoi, nous aussi, on pratique le détournement d'usage, finalement. Alors, on choisit les produits que l'on évalue. On n'a pas la prétention à l'exhaustivité. Les produits qu'on choisit pour produire de la connaissance, ce sont pour nous des modèles d'études. On travaille avec toutes les sociétés, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, en prenant en charge intégralement le coût des prestations. Donc on a monté un système d'assurance qualité sans en tirer aucune source de revenus pour se placer dans une logique plutôt de partenariat que de prestation et être cohérent et afficher une certaine indépendance. Alors les priorités en matière d'expérimentation, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas travaillé, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais encore une fois, c'est des priorités. Ce sont plutôt des maladies, en tête la pourriture grise, le mildiou, l'oïdium et le désherbage, puisque vous savez qu'il y a quelques impasses techniques qui se profilent en la matière. Et depuis 2008, dans nos essais conduits sur les principes bonnes pratiques d'expérimentation, la moitié des produits testés sont de type alternatif, sans compter les autres types d'essais avec d'autres types de dispositifs que l'on conduit avec aussi ce genre de produits. Alors les dispositifs, très rapidement, c'est des essais en bloc pour gérer les effets du milieu, parce que malheureusement, une parcelle, par définition, c'est hétérogène, répartie en général perpendiculaire à la plante, et au sein d'un bloc qui fait office de répétition, on répartit toutes les modalités. On peut visualiser un peu mieux le dispositif avec la parcelle terroir dont parlait Julie hier. Et on voit les trois cépages répartis en trois blocs sur la photo de droite. Des applications à dos d'homme, donc des pulvées à pression liquide, c'est le principe du jet projeté.
Alors à 1000 litres hectare au gabarit de la vigne, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est les standards. 750 litres en début de végétation, en adaptant les hauteurs à la hauteur de végétation. Donc on est à la limite du point de ruissellement. Et puis des atomiseurs à partir de la fleur. Et donc, traçabilité complète, respect des bonnes pratiques agricoles pour ce qui est des conditions d'intervention, et on garantit la quantité appliquée avec une tolérance maxi de 10%. En général, on est bien en deçà, plutôt aux alentours de 5%. Alors, les résultats. Donc, je ne vais pas faire un inventaire exhaustif, comme va le faire Bernard tout à l'heure. Déjà, beaucoup d'essais, bien qu'on choisisse les produits, les vrais, avec une absence d'efficacité. L'efficacité, elle est partielle, variable malheureusement pour une majorité de produits testés, avec un maximum 30% en règle générale. Alors heureusement, il y a des exceptions. Par exemple, le Beluca, un herbicide d'origine naturelle. Le soufre, qui vient heureusement de tomber dans la liste des produits de biocontrôle récemment. Les phosphonates ou phosphites pour la version engrais en matière de protection contre le mildiou. Et bien sûr, n'oublions pas des techniques comme la confusion sexuelle. On a un petit peu mieux loti en matière de lutte contre les lépidoptères avec la confusion sexuelle, les préparations à base de BT, le spinosade. Et jamais, sauf rare exception, les produits alternatifs sont aussi efficaces que les produits de référence plus classiques. Alors des exceptions, par exemple le soufre, qui était déjà effectivement une référence. Alors pour ce qui est des références, le fait de se comparer à des références, on va dire, classiques, c'est un sujet qui fait polémique. On y tient malgré tout. Alors quand on peut avoir une référence, ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est tout bonnement un repère, au même titre qu'on a des témoins quand on fait des essais pour évaluer les pressions en nuisibles, ça s'appelle comme ça. C'est un repère et puis déjà aussi pour valider les essais, vérifier qu'elles apportent les résultats attendus, sinon on peut mettre l'essai à la poubelle sans chercher plus loin. Pour l'illustrer ici, un essai de désherbage avec une spécialité bien entendu en vert codé à 16 litres hectare et le Basta en bleu bien évidemment à 5 litres. Et l'évolution des notations d'efficacité de 6 à 40 jours après l'application. Et vous voyez que l'efficacité du produit alternatif évalué est certes partielle. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à la référence, bien entendu, mais bigrement intéressante. Vous voyez que 90% d'efficacité, on est bien au-delà des 30 que j'évoquais tout à l'heure. D'une persistance moindre en relation avec l'efficacité partielle. Persistance moindre que la référence, c'est une évidence. Donc l'intérêt, voilà, c'est un repère pour bien juger le produit, et quand on parle persistance moindre, ça va être impactant sur l'itinéraire de désherbage alternatif qui s'esquisse. Alors une autre caractéristique, bien sûr, c'est que l'efficacité est variable selon la pression parasitaire. Ça, c'est une constante, ici illustrée sur un essai sur mildiou. Avec une pression parasitaire, donc à gauche, on voit l'évolution de la pression en fonction de la saison. Une référence, on compare deux produits, Mical, 4 kg, et le sémaphore, si vous en souvenez, produit à base d'acide phosphoreux qui a beaucoup fait parler de lui en 2008. Donc la référence, quel que soit le stade de notation, on tutoie les 100% d'efficacité. Par contre, le sémaphore, une efficacité, encore une fois, partielle, mais très intéressante, plus de 70% au début de l'épidémie, décline à 40% quand on est confronté à l'enfer du mildiou. C'est sur feuille. Alors on a aussi des différences d'efficacité selon les organes, toujours avec le même genre de produit sur le même essai, quand on compare les efficacités sur feuille et grappe pour un même train de contamination. Une référence 100% quel que soit l'organe. Et le sémaphore, on passe de 75% d'efficacité sur feuille à 30% sur grappe. Ce à quoi on peut émettre deux hypothèses. Une différence qui est liée à quoi? À la différence de qualité d'application entre feuille et grappe. On va voir, je vais développer par la suite, qu'il y a certainement de ça. Avec un produit efficacité partielle, moins on en met, plus on est susceptible de dégrader l'efficacité. Et peut-être aussi une différence liée au mode d'action. Ce sont des produits, les phosphonates à efficacité fongicide en partie, mais aussi qui mobilisent les défenses des plantes, et on sait que pendant la fleur, les défenses sont difficiles à mobiliser.
Donc on s'est basé là-dessus, parce que malheureusement, on ne sait pas nécessairement beaucoup de choses pour positionner des produits inducteurs de résistance, pour par exemple évaluer en 2008 des éliciteurs sur pourriture. En se disant, après tout, pourquoi les appliquer selon la méthode standard comme les fongicides aux 3 stades, fin fleur, début fermeture, début véraison. On est parti sur une approche, alors certes un peu plus intensive, hein, c'est-à-dire qu'on a fait une protection de couverture en visant bien sûr la zone des grappes tous les 10 jours. En évaluant 2 éliciteurs, codés SDP1 et SDP2, donc, et en attaquant à partir de la grenaille, tous les 10 jours. Donc ça fait une stratégie à 8 applications. Alors bien sûr, ça ne vaut que comme preuve de concept. Des références donc taffées à gauche, 3 traitements qui procurent le résultat attendu. Alors on est sur 2 sites, un Pinot, un Meunier, modérément touchés mais suffisamment pour conclure. On voit que ça répond comme ça doit répondre, on passe à la suite. Et les éliciteurs, donc 8 SDP1 et 8 SDP2, des efficacités somme toute quand même intéressantes, plus aléatoires pour le deuxième éliciteur. Alors bien sûr, vous remarquez qu'entre un tel d'or et 8 applications des éliciteurs, c'est la même chose, mais malgré tout des efficacités, donc c'est ça qui était important, qu'il nous fallait évaluer. Et puis une variabilité d'un site à un autre, on est en Pinot et en Meunier, qui laisse à penser à un effet cépage. Alors c'est ce qu'on a voulu investiguer dans un passé plus récent. Donc, par exemple en 2013, toujours sur pourriture, où là on a testé sur une plateforme à 3 cépages, avec nos 3 principaux cépages, différentes stratégies de protection. Alors bien sûr la lutte classique à 2 applications, et puis plusieurs produits activités indirectes. Donc le SDP1, le même que j'ai déjà évoqué, un régulateur de croissance, le Sierra, pour diminuer la compacité des grappes, parce que c'est une technique de lutte contre la pourriture, et puis de l'effeuillage, une face nouaison. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez l'intérêt de maintenir les programmes de référence, parce qu'il y a une efficacité entre 50 et 60%, quel que soit le cépage. Par contre, avec les produits effets de protection indirects, avec différents modes d'action, on a un seul cépage, manifestement, qui répond, des efficacités partielles, certes, mais presque du même niveau que la lutte chimique, de l'ordre de 50%, c'est le Pinot Noir. Alors pourquoi? Encore un problème. C'est là où on n'a pas beaucoup d'infos à produire. On a instrumenté les parcelles avec des capteurs tels que le Green Seeker, dont a parlé Julie hier. On voit guère qu'en pleine saison, le Pinot Noir, caractérisé par une plus grande expression végétative, ce qui peut expliquer d'ailleurs assez commodément l'efficacité de l'effeuillage, mais à part ça, rien d'autre, malheureusement. Donc on est réduit à avoir une espèce d'approche statistique en répétant ce genre d'essai pour finalement, et en reproduisant ce genre de résultats, penser que le Pinot Noir, pour évaluer des produits qui agissent indirectement via la plante, est finalement pas un mauvais modèle, pour commencer. Alors l'influence de la vigueur, alors ça c'est moins évident. Étudié ici sur un essai mildiou conduit en 2012, on nous a proposé un éliciteur à base d'oligosaccharides fraîchement sorti du laboratoire qui montrait des résultats probants en termes d'efficacité sur mildiou et d'amélioration, de stimulation de la production de biomasse. Donc on l'a évalué, adossé une dose de cuivre réduite, comparé une référence, le LBG, un phosphonate, parce que, bon, encore une fois, pour maximiser les informations qu'on est susceptible de récupérer. Et on a travaillé sur une parcelle qu'on a caractérisée au préalable en passant le capteur PhysioCap, qu'on vous a aussi présenté hier. Donc on figure en bleu 3 types de zones. En bleu, les zones les plus faibles, ou plus faibles potentiel, disons, végétatif. En orange, les zones les plus fortes, et puis une zone intermédiaire en noir. Et on a défini nos blocs, donc on est parti sur 6 blocs en conséquence. 3 dans les zones les plus faibles, 3 dans les zones les plus fortes. En partant sur une couverture toute la saison. Première notation, donc figurée sur le graphique de droite, en nombre de tâches. Malheureusement, donc en bleu, le cuivre tout seul, en vert, le cuivre complémenté à notre éliciteur, et en rouge, le cuivre complémenté avec le LBG, et on voit qu'il n'y a pas tellement de différence en fait d'une zone à une autre en termes de dégâts, quelles que soient les modalités, et surtout, un point que je souligne, c'est qu'on n'a pas eu d'activité de notre éliciteur malheureusement, et que c'est souvent le cas quand on passe du labo
au terrain. Alors, avec aussi des problèmes de dose, parce que là, en termes d'expression des doses, on était sur une concentration, comme au labo. Ce n'était pas nécessairement l'idéal, parce que vous comprenez bien que selon la technologie de Pulvé, selon le volume hectare, on ne va pas appliquer nécessairement la même chose d'un site à un autre. Et puis là, malheureusement, on n'a pas d'activité, donc voilà, on perd de l'info, puis des fois, on a un peu l'impression de perdre notre temps, malheureusement. Donc sur la vigueur, on n'a pas la prétention de conclure avec un seul essai. C'est plutôt sur des dispositifs en bande plus légers, répétés un maximum de fois, qu'on est susceptible de générer des résultats. Influence de la vigueur sur le comportement de ce genre de produit, la réponse de ce genre de produit en particulier. Alors quand on passe à la transposition des références dans les conditions de la pratique, on tombe sur encore un problème. C'est que malheureusement, entre un essai en petite parcelle avec des produits efficacité partielle et les conditions de la vraie vie, on perd 15 à 20 points d'efficacité. C'est ce qu'on vous a toujours raconté avec les antipourritures classiques, qui sont bien loin d'être efficaces à 100%. Et c'est ce qui se passe aussi avec des fameux produits alternatifs, qu'on a remontré par exemple en 2008 sur des évaluations du sémaphore, conduits en essai petite parcelle et en bande sur des mêmes zones géographiques soumises au même régime climatique. Vous voyez les réductions de dégâts sur grappes comparées aux témoins. Sur les deux types de dispositifs, 10% d'un côté, 30% de l'autre. Donc on retombe sur nos 20 points d'efficacité. Alors comme c'est systématique, on s'est dit de prime abord que c'était les différences, le fait que ça marchait mieux en petite parcelle, c'est qu'on travaillait avec un meilleur matériel. Donc on a voulu le vérifier en qualifiant nos matériels utilisés en XP avec la méthode de dépôt de produits à base de tartrazine, ce fameux marqueur alimentaire que vous connaissez. Donc dépôt de produits, donc le matériel d'XP en jet projeté, l'atomiseur, et puis tout à fait à droite sur l'écran, le matériel vignoble, alors pas n'importe lequel, du jet porté avec descente. Et ici, vous voyez qu'en dépôt sur feuille, en vert, c'est pas là où on creuse vraiment des différences. Les différences, elles sont notables en termes de dépôt sur grappe. Et là, pour le coup, la référence, c'est le matériel du vignoble. Avec le matériel d'XP, on est entre moins 40% de dépôt en moins sur grappe, ou moins 60%, le pire avec l'atomiseur. Et c'est des données qui ont été générées même dans d'autres vignobles avec ce même genre de matériel. Donc l'écart, il ne se fait pas sur les performances du matériel, loin de là. L'écart doit se faire sur les conditions d'intervention dans les essais. Vous me direz, on n'a que ça à faire, on n'est pas du tout dans une logique de conduite d'exploitation. Même méthode de dépôt de produits avec un matériel pneumatique, en faisant varier les conditions climatiques. À gauche, 20 degrés, 55% d'hygrométrie. Donc c'est la meilleure testée, même si ce n'est pas non plus génial en termes d'hygro. Et à droite, on est à 28 degrés, 40% d'hygrométrie. Dans ces conditions-là, on n'intervient plus en essai. Dans la pratique, c'est encore le cas, malheureusement. Et on voit que là, les écarts, c'est 25% en moins sur feuille et sur grappe. Encore une fois, un produit effet partiel, on imagine que 25% de dépôt en moins, c'est 25% d'efficacité en moins. Ça va répondre de manière linéaire. Il n'y a pas de marge de sécurité. Et c'est loin d'être digne de l'épaisseur d'un trait de crayon. On est quasiment sur l'efficacité qu'on identifie sur des essais en petites parcelles. Donc c'est très important. Un autre problème en termes de transfert de références, c'est le lieu où on acquiert ces références. Vigne large, vigne étroite. Dans notre système d'expression des doses, défini par rapport au mètre carré au sol, les quantités captées, malheureusement, les surfaces foliaires par mètre carré de sol vont être bien différentes, vont varier du simple au double, faire des écartements d'1 mètre et de 2 mètres. Et malheureusement, les quantités de dépôt, les quantités de produits déposés vont varier aussi sur le même ratio. Pour illustrer donc des données acquises par nos collègues de l'IFV et RCA, donc à gauche en graphique rouge sur vigne large, début de végétation, fin de végétation. Donc c'est différents dépôts obtenus avec différents matériels et différents réglages. Et à droite, les données acquises sur des vignes étroites, en bleu. Le problème, voilà, c'est qu'on est dans le pire cas, avec notre mode de conduite en termes d'efficacité, on est pénalisé puisque on va être en sous-dosage systématique par rapport aux vignes larges. Et donc, les références produites en vigne large ne seront pas nécessairement transposables telles qu'en vigne étroite. Du moins, quand Bernard va nous dire référence acquise en vigne large, 30% d'efficacité, il ne va peut-être plus en rester grand-chose chez nous.
quand il nous dit qu'il n'y en a pas, bon, à la rigueur, sauf à espérer un miracle, il y a des chances qu'il n'y en ait effectivement pas non plus chez nous. Mais tout ça pour dire que les références, elles doivent être contextualisées. Il faut savoir où elles ont été acquises et il faut les adapter quelque part par grand bassin de production. En sachant qu'il y a des discussions en cours en termes de modification et d'harmonisation de l'expression des doses au niveau européen, ce qui pourrait régler en partie le problème. Alors, des essais en petites parcelles, certainement, c'est important, c'est le préalable, parce que sans être dans les mêmes conditions contrôlées qu'au labo, on maîtrise un certain nombre de facteurs, donc c'est ce qu'on va mettre en œuvre pour des études de formulation, de dose, voire l'intérêt d'adjuvants. Mais ce qui est important, vous l'avez bien compris, c'est les évaluations, dans un deuxième temps, dans les conditions de la pratique. Si je l'illustre avec par exemple le Beluca, c'est un produit évalué en petites parcelles qui montre des efficacités vraiment très sympathiques. Mais il y a un énorme boulot à faire d'accompagnement déjà par les metteurs en marché pour retravailler les modes d'application auxquels ce genre de produit est extrêmement sensible. C'est très important d'assurer une qualité de pulvérisation optimale au sol et malheureusement, ça va se faire avec un matériel qui n'est pas celui qui est généralement utilisé au vignoble. Voir aussi comment l'exploitant est capable de digérer le cahier des charges, qui est quand même important avec ce genre de produit, et puis voir aussi quel est le positionnement de ce produit, parce que seul, il ne va pas se substituer à d'autres herbicides ou même à pratique du désherbage mécanique. Comment le positionner dans une logique de conduite d'exploitation? Quel itinéraire culturel? Cette réflexion-là, et d'ailleurs les premiers utilisateurs de ce genre de produit l'ont bien compris, on ne généralise pas sur l'ensemble de l'exploitation, on commence par faire des essais. Pour tous les produits dits alternatifs, il faut générer un maximum d'essais pour générer un maximum de réponses et bien identifier les conditions dans lesquelles ça marche, mais aussi dans les conditions dans lesquelles ça ne marche pas, et pas les cacher, ces conditions-là. Tout est bon à prendre et tout est riche d'enseignements, et bien sûr, il ne faut pas s'arrêter au cas où ça ne marche pas. Donc c'est énormément de travail, beaucoup plus de travail qu'un produit classique, pour les metteurs en marché, mais aussi pour vous, c'est absolument pas du clé en main. Un préalable, on ne le répétera jamais assez, une bonne qualité d'application. Pour l'illustrer, des références acquises en 2002 chez un viticulteur qui testait différentes stratégies à base de cuivre et complémentées avec son matériel qui était un chenillard, qu'il passait donc avec une turbine qui passait tous les 4 ans. Donc on a fait des notations, c'était un essai de protection contre le mildiou. Ici, on est à fin fermeture des grappes, et on a noté 10 faces consécutives de rang. Ici, donc la variabilité de dégâts sur grappe avec une modalité qui apportait 8,5 kg de cuivre. On voit que ça varie de 15% à 70% selon les faces. Bien sûr, on matérialisait ici le rang de passage du chenillard. Et la modalité avec une dose réduite d'apport de cuivre, 5 kg, donc on varie de 25% à 80%. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la variabilité de dégâts liée à la qualité de pulvée, elle est bien supérieure à la variabilité de dégâts liée à la dose. Avec des données que vous connaissez, quand on caractérise les dépôts de produits avec un chenillard qui passe tous les 4 ans, la variabilité de dépôt entre le rang de passage qui est surdosé et les rangs latéraux qui sont sous-dosés, elle est de 70% sur grappe et presque autant sur feuille. Donc on ne peut pas obtenir une efficacité entre guillemets optimale avec un produit alternatif, avec un matériel tel que celui-là. Donc en résumé de tout ça, utiliser des produits à moindre risque pour l'homme, pour l'environnement, c'est une évidence. Le problème, malheureusement, pour le moment, c'est l'efficacité en règle générale. Très variable et inférieure aux références, avec une substitution qui est difficile au jour d'aujourd'hui. Donc il nous reste quoi en termes de positionnement? Les stades à faible risque, quand on est sûr de les connaître, ou alors les traitements psychologiques, d'ailleurs, vous voulez traiter, les risques sont faibles ou il n'y en a pas, en première intention, on vous propose un produit à efficacité partielle, ou alors la stratégie d'association. La priorité pour le moment, c'est les complémentations au cuivre. Sébastien l'a dit hier, les doses de cuivre et les limites d'apport annuelles risquent encore de descendre. Donc il faudra absolument le complémenter dans nos situations septentrionales.
Une large gamme de situations expérimentales, c'est indispensable, c'est des produits qu'il faut beaucoup plus travailler que les autres pour comprendre les facteurs responsables de la variabilité de résultats. Donc bien sûr, hein, ce n'est pas du clé en main, vous l'avez compris, et il faudra faire vos propres essais. C'est des produits plus techniques, plus contraignants à utiliser. Je vous renvoie par exemple à la confusion sexuelle, hein, qui vont impacter votre organisation du travail. Alors la logique veut qu'un produit qui nécessite de faire changer l'organisation du travail, de faire changer l'équipement en pulvé, il ne passe pas. Il va falloir que cette logique-là, elle change. Ce ne sera pas au produit de s'adapter à vos pratiques, ce sera à vous d'adapter vos pratiques à ces différents produits. La pulvérisation de précision, c'est indispensable. Alors ça, on insiste, les pulvés, c'est le meilleur ami des produits de protection et surtout des produits alternatifs. Et pour vous dire à quel point on est heureux qu'enfin la pulvérisation soit reconnue, soit affichée comme un axe majeur de travail du plan Ecophyto 2. En conclusion de tout ça, avec la carte de visite que je viens d'exposer, on comprend bien que ce sont des impasses techniques, à minimum un cadre contraint qui peut favoriser l'essor de ces produits. Et c'est précisément parce que le compte n'y est pas pour le moment que le biocontrôle, hein, même d'une manière générale, est un axe majeur du plan Ecophyto 2. Un mode d'emploi indispensable à préciser dans les tableaux de produits. Il n'est pas question de se contenter d'une ligne très synthétique. Donc il faut préciser les conditions dans lesquelles le produit est susceptible d'être le plus performant. La plupart sont des produits phytosanitaires. Il y a une grosse ambiguïté autour de ça. Hein. Ce n'est pas des produits qui comptent pour du beurre, dans le fond. Et comme on le dit, ils vont nécessiter de sortir le pulvé. Donc c'est un acte de traitement qui nous expose médiatiquement, sauf à inventer de nouveaux modes d'application, par exemple des diffuseurs. Et donc la conclusion finale, c'est que vous comprenez bien, c'est que la protection alternative ne peut pas se résumer au seul emploi des produits alternatifs. Les success stories, pour le moment, elles sont limitées. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour le moment, elles sont limitées. On ne peut pas se contenter de remplacer un produit rouge par un produit vert et qu'il faut mettre en place une combinaison de méthodes pour compenser effectivement les pertes d'efficacité des produits. Je vous remercie. Merci Marie-Laure. Pour approfondir le sujet sur les produits alternatifs, maintenant c'est Bernard Molot qui va présenter son travail. Donc Bernard est technicien à l'Institut français de la vigne et du vin et ça fait plus de 30 ans qu'il fait des recherches sur les produits alternatifs. Oui, bonjour. Donc Marie-Laure m'a soigneusement préparé les préambules, donc ça va me permettre de gagner du temps. Effectivement, dans les années 80, on a été confronté à des échos d'efficacité surprenante de produits bizarres et variés, ce qui nous a amené à nous pencher sur la question. Donc en fait, je vais vous faire un historique. Marie-Laure a brossé le tableau, demande sociétale. On a même les vignerons qui nous demandent autre chose que des phytos, donc quoi ? Le problème, c'est que ces produits alternatifs, très souvent, sont conseillés de bouche à oreille, avec des références un peu fantaisistes, parfois absence de témoins, bref, pas très facile de se faire une idée de leur réel intérêt. La méthode pour les utiliser, les tester, est très très simple. Excusez-moi, j'ai un rhume et une difficulté d'élocution. Médecine alternative n'est pas très efficace sur ce truc. Donc on compare les produits avec des protocoles CEB. Pour le cuivre, les formulations bizarres et variées qu'on peut vous proposer, on les compare à des formulations classiques de cuivre à grammage identique. Pour les adjuvants, on compare le mélange adjuvant-fongi au fongi tout seul, voir si ça permet d'augmenter ou pas l'efficacité. Et puis les éliciteurs sont en général des applications plus précoces que d'habitude pour voir si, après application, on a une sensibilité diminuée ou non. Donc je ne vais pas vous présenter de tableau de chiffres, je vais simplement vous parler de classes d'efficacité. Ça va être très simple. Efficacité nulle, ça veut dire que ça ne se différencie pas du témoin non traité. Ça veut dire que par rapport au témoin non traité, on est à peu près à plus ou moins 10% de la valeur. C'est-à-dire que si le témoin est à 40, le produit va se situer à entre 30 et 50. Efficacité moyenne,
Tout à l'heure, Marie-Laure vous a parlé d'efficacité partielle. Bon, c'est le même ordre d'idée, hein, de 20 à 30%, donc notoirement inférieur en général à la référence chimique, mais ça reste néanmoins une solution utilisable dans l'ordres d'années à pression parasitaire faible à modérée, à condition qu'on arrive à la définir. Efficacité bonne, ça voudra dire que le produit est statistiquement comparable à la référence chimique. Il y aura des produits sans intérêt, des adjuvants qui n'apportent rien. Il y aura également, ne rigolez pas, des antagonismes. Ça veut dire que l'adjuvant dégrade l'efficacité du produit auquel on l'associe. Et puis, il y aura, vous l'avez vu avec déjà Marie-Laure, des efficacités nulles à moyenne, variables, des différentiels feuilles-grappes. D'une façon générale, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'on peut avoir des efficacités intéressantes. On aura souvent, par contre, des efficacités nulles, parfois des efficacités variables, voulant dire souvent qu'on ne maîtrise pas le mode d'emploi du produit. On ne maîtrise pas l'explication pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on a vu quelque chose, et dans tel autre cas, ça n'a pas du tout marché. Donc du travail à la clé. Donc ça a commencé en 84, ça ne me rajeunit pas, mais bon, il y avait soi-disant une efficacité spectaculaire de l'eau de Javel sur le mildiou. Donc vu le prix de l'eau de Javel, vous comprendrez bien que c'était intéressant à travailler. Donc je vous rassure tout de suite, 1 litre hectare, ça ne marche pas. À 2 litres, ça marche pour la simple raison qu'il n'y a plus une feuille sur la vigne. On n'a pas voulu tester 1,5 litre. Quand je parle de litre hectare, c'est 1 litre à 48 degrés baumé pour ceux qui voudraient tester le truc. C'est donc la solution concentrée. Alors cette année, on me pose la question sur le black rot. Loïc tout à l'heure a parlé du black rot. Comme on a énormément d'inoculums cette année dans nos vignobles, la question de l'eau de Javel est ressortie et est envisageable de traiter l'eau de Javel sur les zones de taille pour diminuer. Je n'ai pas la réponse. Le Foramen 48, qui, bien que testé il y a très longtemps, renaît actuellement, 5 litres hectare, aucune efficacité. Le Protea, aucune efficacité. Ulma Sud, c'est des poudres de roche à 4 ou 6 kg hectare. Des travaux qui ont été faits, quand vous voyez un surlignage vert dans la case, ça signifie que ce n'est pas uniquement un essai ITV, mais un essai réalisé dans le groupe de travail qui réunissait PV, INRA, Chambre, GDV, etc. L'isothérapie a également été testée. L'isothérapie, c'est une décoction de mildiou, donc c'est un peu comme l'homéopathie. On prélève des spores de mildiou, on les dilue à des quantités de l'ordre du millionième, un peu comme l'homéothérapie, et on pulvérise la suspension. Ça ne marche absolument pas. Le Milsana, qui n'est autre qu'un extrait de renouée sacchaline, a été testé sur mildiou et n'a strictement aucun intérêt sur le mildiou. Par contre, j'en reparlerai tout à l'heure, sur Oïdium, ce n'est pas du tout la même histoire. Silk, c'est des essences de résineux d'Europe de l'Est. Osmobio, c'est une préparation à base de cuivre. Fungifend, j'ai oublié ce que c'est, excusez-moi. Fertiluos, c'est un mélange d'extrait d'algues et de cuivre. Donc ça n'a aucun effet sur le mildiou. Le Stifenia, bien qu'homologué, on n'a jamais réussi à avoir le moindre effet sur l'oïdium, et encore moins sur le mildiou, malgré une dose triple. L'eau oxygénée également testée, aucun effet sur le mildiou. Alors, efficacité moyenne, j'y arrive. Missile M500, c'est un produit Goemar à l'époque. Je passe très vite parce qu'en fait, on a recherché ce que c'était. C'était un mélange en fait, de folpel et de crème d'algues. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Donc, vous voyez le folpel à 1000 grammes. 14 jours, ça marche moyen sur le mildiou. Et puis, à 8 jours, ça marchait pas mal. Bon, si j'avais su ce qu'il y avait dedans, j'aurais évité de perdre mon temps. Toujours testé dans le groupe de travail que vous avez en dessous, ITAB, INRA, ITV, PV, GRAB, CA du Var et GDDV Val-de-Loire. Le purin de prêle et le purin d'ortie, associés à de faibles doses de bouillie bordelaise, 2 kg, ont un effet intéressant sur mildiou, un effet freinant parfaitement intéressant. Ceci dit, l'effet est probablement, bien évidemment, très dépendant du mode opératoire et de la date de récolte de la plante, ça va de soi. À l'époque, on travaillait avec des décoctions qui étaient préparées par un spécialiste et on avait tous la même décoction. Dans les produits ayant une efficacité généralement nulle, quelquefois moyenne, on a vu le mycosine, la cellulase. En général, on ne voit rien.
dans quelques essais, on a vu quelque chose de moyennement intéressant sur mildiou. Dans les adjuvants sans intérêt, d'efficacité nulle à moyenne, on avait le solu-cuivre, 50 grammes hectare de cuivre, qui avait même un antagonisme avec la BBRSR et le Sumisclex, qui maintenant a disparu du marché. Le solu-cuivre associé à l'antéor n'apportait strictement rien. GC37, des crèmes d'algues sans intérêt sur botrytis. La stimulase, donc, qui étaient des enzymes, on avait quelquefois des réponses sur mildiou, en association avec le mical, le cabrio et l'antéor, mais en général on ne voyait rien. Et parmi les cupriques sans intérêt, donc là ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas, ça veut dire qu'il ne marche pas mieux que la même dose de cuivre apportée autrement. Donc le cuivrol à 6 kg, le solu-cuivre à 1 litre et l'aminocuivre à 1 litre qui en plus était phytotoxique. Donc en fait, j'en arrive à ceux qui sont relativement intéressants et que Marie-Laure a déjà identifiés. En fait, tout ce que vous avez dans la colonne, dans le tableau du haut, PK2, Intrachem 9441 Trafos, ce sont des produits à base de phosphite seul. Donc classiquement, on le savait et on le confirme, ce sont des produits qui en général ont une bonne efficacité sur feuille et nettement moins bonne sur grappe. Par contre, confère tableau du bas, ces mêmes produits type phosphite, quand on les associe à du Folpel ou à d'autres antimildiou, on trouve dans ce cas-là une efficacité tout à fait satisfaisante sur feuille et grappe. Alors ma question, pour mettre les pieds dans le plat, évidemment, l'acide phosphoreux, est-ce qu'on peut parler de produits alternatifs? Est-ce que c'est intellectuellement correct? En fait, on manipule un produit qui existe depuis fin des années 70, ça n'a rien de très novateur. Bon, je pose la question, je ne prétends pas avoir la réponse. Plus récemment, donc, on a continué à travailler sur ce sujet avec, dans le cas du mildiou, de l'huile d'arbre à thé, le Thymorex, le chitosan. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ce produit parce qu'il reprend du poil de la bête actuellement. Bon, là, le constat est clair, pas d'efficacité sur mildiou. Alors le chitosan revient, et tout ce qui est polysaccharides notamment, et donc la chitine, reviennent au goût du jour en matière de lutte contre le mildiou. Alors je pense qu'il faut savoir raison garder. Qu'est-ce que c'est que le chitosan, tout ça, ou les polysaccharides? Ce sont, disons, des éléments constitutifs de la paroi des champignons, comme l'oïdium. Manque de peau, comme vous le savez sans doute, le mildiou est beaucoup plus proche des algues que des champignons. Et cette caractéristique, en fait, se traduit concrètement par l'absence de chitine dans la membrane cellulaire du mildiou. Donc, il ne faut pas rêver. Tout ce qui est, disons, polysaccharide, type chitosan, chitine, n'a que peu de chances de susciter des réactions de défense vis-à-vis du mildiou, puisqu'il, lui, n'a pas de chitine. Donc, oui, pour travailler sur l'oïdium, mais à mon avis, sur le mildiou, on perd notre temps. Le Prévam sur mildiou, efficacité variable, en général nulle, mais dans quelques cas de figure, on peut avoir un effet sur la sporulation. Sémaphore, je passe très vite, tu en as parlé. Le gluconate de cuivre, efficacité moyenne, comparable aux mêmes doses de cuivre apportées différemment. J'en profite tout de suite pour tordre le cou à la soi-disant systémie du cuivre. Dites-vous bien que si le cuivre pénètre dans la vigne, ça s'appelle une phytotoxicité. Point barre. Elistime, testé par mes collègues du Tarn, pas d'efficacité. Sur l'oïdium, dans le cadre de travaux par un groupe AIVB, Chambre de l'Aude, Chambre des PO et nous-mêmes, sur l'oïdium, donc Thymorex, huile d'arbre à thé, Prévam, lactosérum argibio, efficacité moyenne, et en fait, au fil des années, c'est dégagé l'intérêt du Prévam, uniquement donc parmi ce groupe, et uniquement donc vis-à-vis de l'oïdium, pas du mildiou. Enzicure, lactoférine, efficacité nulle à moyenne, très rarement. Et dans le cas du Trafos, donc acide phosphoreux, un effet freinant moyen, mais satisfaisant si on l'associe à une demi-dose de soufre mouillable, soit 6 kg. Poursuite des travaux sur oïdium, donc là c'était dans le cadre d'appel à projet type CASDAR 4P, des décoctions de plantes, et à partir de 2011, donc, pour avoir des extraits plus concentrés, des extraits hydroalcooliques, associés ou non avec le soufre mouillable. Donc menthe, prêle, aucune efficacité, malgré un essai en pression très modérée. Pour le sol, nous avons constaté un très léger effet freinant. Quand je dis très léger, c'est 15-20%. Et dans le cas de l'armoise, on arrive à l'effet inverse, puisqu'on a démontré un antagonisme avec le soufre. Donc c'est en fait, on favorise l'oïdium, de façon indirecte.
Des produits type compo, donc c'est de l'urée avec des silicates de potassium, aucune efficacité. Dans le cas des produits Candalcops, on avait des efficacités à partir de 1% jet projeté ou 3% en pneumatique, mais par contre, on avait de très graves, enfin de très gênantes phytotoxicités. Donc, emploi pratique impossible. Toujours plus récemment, des travaux sur les levures dans le cas de l'oïdium, des résultats irréguliers, parfois intéressants, donc en clair, malheureusement, on ne comprend pas trop comment ça marche, mais ça peut marcher. Toute la question est de comprendre pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça marche. Beaucoup plus réguliers, les huiles paraffiniques, qui sont d'ailleurs déjà utilisées en arbo et sur d'autres cultures. Donc là, c'est relativement, j'irais jusqu'à dire très efficace, y compris en situation à forte pression. Vérifier toutefois, je pense qu'une éventuelle phytotoxicité reste à vérifier. Nous n'avons pas fait le tour de tous les cépages. L'armicarbe qui est homologué maintenant, donc c'est une possibilité de lutte effectivement contre l'oïdium, associée systématiquement au soufre mouillable. Surtout, n'allez pas au-delà de 3 kg d'armicarbe, parce que là, on a de la phytotoxicité qui peut être assez rédhibitoire. Dans le cas du mildiou, on a eu des travaux donc, sur le lactate de fer, sur des levures dans le cadre du programme COFRI, aucune efficacité, et on avait également des essais avec des oligosaccharides, là encore des extraits de chitine, et je confirme que ça ne marche pas vis-à-vis du mildiou. Plus récemment, donc la renouée saccharine, donc le fameux produit Milsana que nous avions il y a bien longtemps utilisé contre le mildiou, donc aucun intérêt sur le mildiou. Par contre, sur oïdium, des choses intéressantes, mais uniquement en situation de pression moyenne. Donc à réserver en début de saison et guère au-delà. C'est un produit qui devrait être homologué assez prochainement. Huile paraffinique, on confirme effectivement l'efficacité. Des travaux en cours, disons, qui sont des associations d'acide pélargonique, dont a parlé tout à l'heure Marie-Laure, en désherbage associé de la silice. On a des choses intéressantes sur oïdium. Par contre, laissez-nous travailler. Ce sont des produits un peu agressifs et une phytotoxicité est parfaitement possible. Donc n'essayez pas de développer vous-même ce type d'essai. Vous pourriez avoir des résultats spectaculaires sur oïdium, mais aussi sur la présence ou pas de feuillage. En vogue actuellement également les travaux sur les infradoses de sucre. Alors vis-à-vis du mildiou, il y a des efficacités très variables. En clair, on ne comprend pas tellement comment ça marche. On peut avoir des effets, mais ils ne sont pas garantis. Sur les polyphénols extraits des sarments, le programme Actisarm, des choses relativement intéressantes, beaucoup plus régulières que la solution des infradoses de sucre. Mais là encore, disons, des travaux en cours pour définir les méthodes d'extraction, les doses, les époques d'application. Ces mêmes infradoses de sucre sont a priori relativement intéressantes vis-à-vis des tordeuses. Je vais même ajouter maintenant les cicadelles, mais là encore, attention, je ferme la porte tout de suite, je ne fais que l'entrouvrir, laissez-nous travailler. Ce sont des modes d'action qui ne sont pas vraiment connus. Pourquoi est-ce que les tordeuses, dans certains cas, ne sont pas attirées, dans d'autres cas, elles viennent quand même. Énormément de travaux en cours. Bon, je suis en Champagne, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qu'en matière de botrytis, l'armicarbe et le botector sont généralement peu concluants. Il n'y a pas que chez vous. Le problème, donc, pour en revenir maintenant à une vision plus générale des alternatives, c'est qu'on a un vide réglementaire qui est un peu gênant. Néanmoins, ce sont des produits qui doivent être sécurisants pour l'applicateur et le consommateur. Ce sont des produits qui, comme l'a dit Marie-Laure, ont un intérêt évident de par la volonté de faire baisser les IFT, monter les nœuds du verre et tout ça. Bon, les pistes de travail que je verrai, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de parler d'effets freinateurs, d'effets secondaires, puisque c'est une mention qui est interdite légalement. Or, pourtant, c'est ce type d'action qui est à la base de la protection intégrée ou raisonnée. Et ça peut faire ces effets freinants, baisser l'utilisation de produits phyto purs et durs. Si vous souhaitez travailler donc sur les alternatives, je voudrais revenir sur la nécessité de travailler en réseau, parce que déjà, quelquefois, on a du mal à se faire une idée de l'intérêt d'un produit phyto classique. Alors sur des produits à mode d'action plus ou moins connu et à efficacité bien plus partielle,
il y a une réelle nécessité de travailler en réseau sur des protocoles communs et de se faire, disons, des bilans d'ensemble pour espérer arriver à une idée d'ensemble de l'intérêt du produit. Ce sont des produits qui, je pense, comme Marie-Laure, feront partie de méthodes complémentaires, seront associés à des méthodes complémentaires. Et là, on est pleinement dans la définition de la protection intégrée. Je ne conçois guère l'utilisation de produits alternatifs seuls. Quant à quelques exemples pour mettre les pieds dans le plat, là, je vous fais basculer sans lire les étiquettes qui sont assez folkloriques, des produits, disons, qui ont eu leur heure de gloire chez nous et qui ont coûté cher à leurs utilisateurs. La bicuper, le cuivre systémique, la bifol, des engrais foliaires à base de zinc notamment. Une caractéristique aussi sur laquelle je voudrais revenir, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ces engrais foliaires, là je parle d'arnaque carrément, je ne parle pas de produits alternatifs crédibles. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le cuivrol. Le cuivrol, c'est une bouillie bordelaise qui est vendue en engrais foliaire. Donc vous allez me dire, ça marche. Bien sûr que ça marche, puisque c'est une bouillie bordelaise qui comporte, c'est un engrais foliaire qui comporte 18% de cuivre. Donc ça marche sur un milieu, c'est clair. Bon, ce produit, on a tapé dessus, donc, parce qu'évidemment, il n'est pas comptabilisé comme phyto, donc c'est un moyen assez peu élégant de baisser les IFT. Je fais de l'engrais foliaire, je ne fais pas de bouillie bordelaise. Et à force de taper dessus, le cuivrol a disparu de l'offre de certains distributeurs. Mais regardez à gauche, il est apparu Crops Saphir, et regardez les compositions, c'est exactement la même chose. Alors, ce qui est interdit strictement avec un produit phyto, de changer le nom, par exemple, c'est parfaitement possible avec un engrais foliaire, puisque la seule obligation légale d'un engrais foliaire, c'est d'avoir une teneur strictement conforme à ce qui est marqué sur l'étiquette. Je peux changer le nom tant que je veux. Donc, quand on n'arrive plus à écouler le cuivrol, eh bien, on vous vend du Crops Saphir. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est une pratique qui est très courante dans la mode des alternatifs. Donc, si je devais conclure, c'est de façon un peu ironique, c'est soyez assez attentifs quand vous avez des propositions publicitaires mirobolantes. Vous avez des services techniques qui essayent en amont de décrypter les produits pouvant être intéressants pour vous. Je vous demande de leur faire un minimum confiance. C'est vous qui nous payez, on essaye d'être crédible. Ceci dit, si vous avez envie de prendre le rôle du volatile qui est sur l'écran, c'est votre responsabilité. Merci de votre attention.